Bonjour Claire Chazal, Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On va parler de votre carrière, 21 ans de maison à TF1, on va parler de tout ça tranquillement. Mais avant, on vous a concocté un petit portrait qu'ont réalisé Adrienne Sigel et Pascal Loret. Regardez. Madame, monsieur, bonsoir. Claire Chazal a 55 ans, dont 20 de journal télévisé sur TF1. Son premier contact avec le petit écran a lieu en 1988 sur Antenne 2. Grand reporter en économie, elle y présente les valeurs boursières avec le sérieux qu'on lui connaît. 12 milliards de dollars au mois de juin, c'est-à-dire un chiffre plus fort qu'au mois de mai. Un tremplin qui lui permet d'accéder à la présentation du journal. Très vite, elle intègre la rédaction de la première chaîne en 91 pour ne plus la quitter. Même regard, même bienveillance, même petit hochement de tête vers la droite. En 2 décennies, Claire Chazal n'a rien changé, hormis bien sûr une petite évolution capillaire. La journaliste est devenue l'un des boulonnables valeurs sûres du JT, ce qui lui vaut d'être traquée en permanence par les paparazzi et un nombre record de couvertures de la presse à sensation. Parmi lesquelles, la désormais traditionnelle une de Paris Match, sur laquelle Claire nous confie régulièrement ses états d'âme. Figure sérieuse et rassurante, Claire Chazal est de toutes les interviews. Qu'est-ce que ça va être ce spectacle, Michel Polnareff? Bonsoir Catherine Deneuve. Alors bonjour Johnny Hallyday. Bonsoir Jude Law, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Son professionnalisme a pourtant été écorné suite à son entretien avec Dominique Strauss-Kahn, qui lui a valu une avalanche de critiques, notamment de la part de ses confrères journalistes. Mais Claire Chazal suscite encore bien des fantasmes. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point vous êtes belle de cet angle-là. Il faudrait vraiment mettre plus de caméras derrière pour vous montrer. Vous êtes magnifique. Au point de jouer régulièrement son propre rôle au cinéma. Alors, au milieu de toute cette communication, y a-t-il encore une place pour le journalisme? Oui ou non, Madame Chazal? Oui, est-ce qu'il y a encore une place pour le journalisme? Bien sûr que oui, vous allez me répondre. Mais J'étais absorbée par le titre. Mais pourquoi, effectivement, on a vu Paris Match récemment, ça fait partie quand même des exercices attendus chez vous et assez récurrents. Pourquoi vous cédez toujours à cette médiatisation? Je ne sais pas si j'y cède, je trouve que c'est pas désagréable aussi. Ça fait partie du personnage, ou en tout cas du statut que j'ai. Moi, je suis journaliste, c'est ça que j'aime vraiment. Je le suis devenue en 81. Et puis après, avec la télévision, j'ai sans doute eu un nouveau statut, un autre statut de personnage public, qui a parfois des revers désagréables, mais la plupart du temps, c'est une chance, c'est une aura de chaleur humaine autour de moi. Donc moi, je suis heureuse de ça. Alors que les gens aient envie de savoir un peu plus sur ma vie, je trouve ça tout à fait naturel. On rentre chez eux tout presque quotidiennement. Et après tout, oui, Paris Match est important pour la popularité, la notoriété. Et je crois que tout compte, tout est important. Mais avec une posture un peu schizophrénique, parce que cette presse people, quelque part, vous la condamnez, vous la pourchassez, et de l'autre, vous allez quelque part aussi la chercher quand le besoin s'en ressent. Il n'y a pas aussi un grand écart qui, à force, pourrait choquer les uns ou les autres? Il y a une position parfois ambiguë, je le reconnais. Je pense qu'on ne peut pas le nier. C'est très compliqué d'avancer sur ce chemin où il faut donner un peu et trouver normal la curiosité des téléspectateurs et en même temps ne pas dévoiler sa vie personnelle. Je comprends très bien qu'il y ait cette réaction. On essaye, en tout cas. Moi, je trouve que les images personnelles dont je n'autorise pas la publication, j'estime que c'est mon droit d'attaquer des publications. Et par ailleurs, si je veux un peu donner de moi, eh bien, je le fais librement. C'est quand même ma liberté élémentaire. Est-ce que votre image a changé ou varierait selon le média auquel on appartient? Est-ce que Claire Chazal est associée dans l'inconscient collectif à TF1 durablement? Si vous avez fait carrière sur France 2 plus durablement, est-ce que l'image serait un peu différente? Déjà, je pense que j'aurais pas cette notoriété, il faut être honnête. Le média je pense que j'ai contribué à l'histoire de TF1, ça fait 20 ans, c'est vrai, ça fera 21 ans au mois d'août prochain. Et en même temps, le média m'a porté, bien évidemment, m'a donné cette popularité, plus que France 2. Quant à ce que l'on est soi-même profondément, je crois pas. Je crois que j'ai pas changé. Moi, j'espère être la même. J'étais au Quotidien de Paris, puis aux Échos, puis Antenne 2. Enfin, je connais tous ces milieux-là. C'est le métier que j'aime exercer. Je crois que pour ça, j'ai sûrement changé, j'ai progressé. Mais moi-même, je suis restée la même. Et en quoi vous avez mûri professionnellement à TF1 depuis 21 ans? Je crois qu'on peut à la fois... C'est une école rude, difficile? C'est une école difficile parce que c'est un monde difficile, mais en même temps c'est passionnant. Et en plus, je ne saurais pas dire en quoi j'ai changé, en quoi j'ai progressé. Ce sont des choses insensibles, ce sont des choses qui s'installent avec le temps. Pas du tout avec un entraînement précis ou particulier. Non, c'est juste l'expérience qui fait que les épaules sont plus solides.
et que les réactions sont plus naturelles. Je ne peux pas dire ce que c'est. C'est un progrès. Oui, il y a une installation, il y a une meilleure réaction, mais c'est un film. Il y a une forme de confort aussi, après 21 ans à TF1. Est-ce qu'on finit par inventer des choses? Ou est-ce qu'on rentre dans une routine mais on est bien obligé, très confortable? mais on ne peut pas parce qu'on en parlera sûrement, la concurrence est très rude et il faut que les téléspectateurs vous restent fidèles, donc être conforme à l'image qu'ils ont de vous et donc à soi-même et en même temps évoluer. Et ça, on le fait en équipe, on le fait en réfléchissant tous ensemble. Bien sûr qu'on est aiguillonné par la concurrence, donc voilà, oui, il faut changer bien Avec sûr. un cas d'espèce, les journaux du week-end à TF1 vont mieux que ceux de la semaine. On semblerait que les Français regardent plus vos journaux, entre guillemets, que ceux de Laurence Ferrari en semaine. Pourquoi il y a un caractère atypique le week-end? Non, je crois qu'il y a toujours eu, de toute façon, une écoute particulière pour le week-end. La concurrence aussi de la chaîne, des chaînes est différente. On ne va pas revenir sur toutes ces émissions ou ces téléfilms ou ces séries qui concurrencent les journaux, de la 2 comme de la 1, pendant toute la semaine. Y compris le vendredi d'ailleurs. Et puis après le week-end, eh bien, l'environnement est différent, on a peut-être plus de place, plus de calme aussi, plus d'attention des téléspectateurs. Donc voilà, on est... mais j'allais dire que c'est presque l'histoire de la rédaction à TF1. Avec des records d'audience quand même qui ont été particulièrement quand même importants cette année. Là, oui, on a été assez heureux de... Je crois que surtout on a instauré des rendez-vous politiques importants, on a essayé de faire que le dimanche soir... TF1 déjà est la chaîne de l'événement et je crois qu'on s'est toujours battu, du temps d'Étienne Moujotte comme aujourd'hui, du temps de Nonce Paolini et de Catherine Nel. C'est ça notre envie, c'est de montrer que quand il y a un événement, c'est traité sur TF1, peut-être, on espère, mieux qu'ailleurs. Et surtout que les invités sont ceux qu'on doit vouloir entendre ce jour-là. Je crois qu'on a fait plusieurs dimanches depuis le mois de septembre. C'est vrai que l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn, dont on parlait dans ce petit film, a été un événement et donc on a battu des records. Oui. On va en parler. On est allé voir sur Internet ce qu'on pensait de Claire Chazal, et c'est le portrait sur toile de Bastien Millot qui nous rejoint. Bonjour Claire Chazal. Bonjour. Alors, plutôt des bonnes nouvelles pour ce portrait sur toile, parce que vous faites partie des très rares personnalités de l'audiovisuel à avoir une image sur Internet parfaitement positive. En effet, quand on tape votre nom sur la première page de Google, qui est le moteur de recherche le plus utilisé en France, eh bien, toutes les références vous concernant font apparaître des éléments plutôt positifs. C'est suffisamment rare, Renaud, pour le signaler. En général, c'est une avalanche de critiques ou de rumeurs, donc pas point très positif. L'autre point positif, c'est votre notice Wikipédia. Je ne sais pas si vous l'avez écrite vous-même. Je ne l'ai même pas lue. En tout cas, pareil, elle ne comporte aucun passage critique. Il y a une référence qui m'a paru très intéressante, c'est qu'on y apprend que les Musclés vous ont dédié une chanson en 1995. Oui. Je ne sais pas si dans la collection d'hommages que vous avez reçue, celui-ci occupe une place particulière, mais en tout cas... Je l'entends périodiquement. Ben oui, voilà. Donc en tout cas, c'était une petite anecdote à noter. Pour le reste, aucune polémique, et c'est essentiellement des sites People qui parlent de votre image. Alors quand on parle de votre notoriété, c'est-à-dire combien de personnes s'intéressent chaque mois à votre image sur Internet, là pareil, vous bénéficiez d'une très forte popularité, avec 1,5 million de résultats sur Google et 100 000 internautes qui tapent votre nom chaque mois. Vous êtes la star des présentatrices de JT sur le net, très très loin devant votre consoeur Laurence Ferrari, Marie Drucker ou encore Harry Roselmack ou David Pujadas. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous occupez très largement... Je ne pense que ça n'est pas que l'ancienneté, parce que vous déchaînez aussi les passions à travers les vidéos qui vous concernent. Il y en a plus de 500 sur YouTube, et notamment une vidéo qui fait référence à un épisode d'accessoires vestimentaires que vous auriez retiré sur le plateau de votre journal. Le mystère reste entier. On ne va pas le dévoiler aujourd'hui. Alors, point négatif pour le coup, il y a une usurpation d'identité de Claire Chazal sur Internet. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 2 personnes qui se font passer pour vous sur Twitter et qui tweetent toute la journée, notamment un Twitter frénétique qui a fait 3000 tweets rédigés en votre nom de Claire Chazal, avec une particularité, ils sont tous rédigés en chinois. Donc je ne sais pas si vous avez pris un pseudonyme chinois comme François Fillon pour essayer d'avoir un écran, mais en tout état de cause, ça n'est pas vous qui tweetez, vous nous le confirmez aujourd'hui. Ah non, ça c'est pas moi, je ne tweete jamais. Moi. On a le même phénomène sur Facebook, où il y a 15 Claire Chazal différentes qui toute la journée s'expriment en votre nom, ont des amis, etc. Et vous êtes aussi une source d'inspiration permanente pour les internautes, qui vous consacrent une multitude de pages fans. J'en ai relevé 2 auxquels Renaud et moi avons adhéré immédiatement. Le premier groupe, c'est « Je suis amoureux de Claire Chazal », 164 membres, bravo. Et le deuxième, c'est... C'est pas tellement par rapport à 164, c'est un joli score. Et avec la télé 3D, on pourra avoir des rencarts avec Claire Chazal.
pas Vous mal. me confirmez? Non, je peux pas, mais je vais regarder. Pourquoi pas? En tout cas, en conclusion, vous êtes très populaire sur Internet, on parle beaucoup de vous. Vous ne vous exprimez pas personnellement, vous nous confirmez, pas de blog, pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de Twitter. Soyez quand même prudents sur Internet, car qui sait, sur Internet, l'amour ne dure peut-être pas toujours. Mais en même temps, pas de blog. Bastien, quand on va sur Internet, on trouve un blog à votre nom. Et j'ai même trouvé un dernier post qui avait été posté en juin 2008. Vous avez vu ça? Mais non, mais je vais regarder de Sur près. lequel figurent des critiques de théâtre, d'expos que vous auriez vus. Vous verrez ça, il y a le blog de Claire Chazal qui figure quand même sur la Non, page mais globale. à un moment, oui, bien sûr. Mais c'est par le biais de TF1 et ce blog était entretenu à TF1, oui, tout ça. Mais je n'ai pas, il n'est pas fermé d'ailleurs, mais il n'y a rien de mystérieux dans ce blog. Je crois Non, pas. absolument pas, Non, mais il est un peu en déshérence. Il est peut-être un peu en déshérence, je le Et conseille. Twitter, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non. Parce que Bastien vous posait la question, c'est vrai. J'avoue que même. Vous avez résolu le mystère de la Claire Chazal chinoise. Non, mais je vais le regarder. Je n'ai pas résolu. J'ai un peu de mal avec Twitter. Je trouve que c'est très brutal comme expression et contraire à l'approfondissement de la pensée. Je trouve que je pense qu'il faut se méfier un peu de ces raccourcis, voilà. Surtout dans un monde où tout va vite et où on déforme un peu les propos, notamment des personnages publics. Moi, je m'en méfierais, voilà. On va revenir à votre métier, merci Bastien. Merci. L'indépendance d'une journaliste comme vous à TF1, est-ce qu'elle est plus palpable, elle est plus importante aujourd'hui qu'elle l'était à la création de cette chaîne, maintenant il y a quand même plus de 25 ans? Vous êtes plus libre aujourd'hui que vous l'étiez auparavant? Je n'ai pas le sentiment d'être plus ou moins libre de ce point de vue-là. J'ai toujours eu le sentiment d'être plutôt très libre sur TF1. Moi, j'ai vécu sur Antenne 2 4 ans avant. Et je pense que là, on est plus contraint. Mais c'est tout à fait normal. Il y a un lien financier et une tutelle tout à fait importante de l'État. Nous sommes possédés par un groupe privé, un grand groupe, qui est le groupe Bouygues. Et donc, par définition, nous ne dépendons, c'est vrai, que des annonceurs. Et c'est eux qui nous font vivre et non pas du tout le pouvoir politique, donc on est indépendant. Quant aux annonceurs, bien c'est une autre sphère, c'est un autre univers que nous ne voyons jamais quand nous sommes dans la rédaction. Alors vous me direz, c'est peut-être encore miraculeux, mais c'est vrai. Martin Bouygues ne m'appelle jamais pour me demander quoi que ce soit. Je le vois rarement parce qu'il dirige ce groupe qui est évidemment bien plus grand que TF1, qui dépasse largement TF1. Et nous sommes libres. Alors nous sommes libres et en même temps nous avons un CSA qui nous, on va sans doute en parler, mais qui nous contrôle. Mais on a glosé longtemps, dans les années 80, sur l'omnipuissance de TF1, sur l'influence de chaque chaîne dans le paysage médiatique. Est-ce que c'est une chose que vous ressentez encore aujourd'hui, ou que la fameuse influence de TF1, c'est un peu écorné, c'est à diminuer? Est-ce que le poids de cette chaîne est aussi important qu'il était? Il est déjà important, il est très important. Il est même presque unique en Europe, voire unique, puisque parfois obtenir 9 millions de téléspectateurs, c'est vrai que c'est plus le dimanche soir, ça n'existe pas. Même une chaîne américaine nous envie, et il faut bien le souligner, il y a encore une domination forte, importante, notamment de l'information, mais en même temps, c'est moins hégémonique. On ne va pas le cacher, que maintenant, il y a combien de chaînes autour de nous. Ce n'était pas le cas en 87 quand Francis Bouygues a racheté TF1. Là, évidemment, il y a eu une vraie domination. Ça, c'est vrai. Bon. Alors, c'est ainsi que nous avons vécu. On était fiers de ça. Moi, je ne veux pas ne pas être fier de ça. Je ne pense pas que nous ayons cherché cette puissance pour peser sur la société ou pour l'influencer en quoi que ce soit. Simplement parce que c'était notre envie de toucher le plus grand nombre. Alors, votre métier a changé, vous l'avez dit, parce que l'éclosion des chaînes info, quand même, a bouleversé ce paysage. Est-ce qu'on fabrique un journal comme le vôtre de la même manière qu'on le fabriquait il y a 5 ans encore? Sûrement pas tout à fait. Vous avez évolué, oui, bien sûr. On a les mêmes réflexes et on les a parce que nous sommes journalistes avec des formations diverses, mais il y a des grands anciens qui sont là et qui sont, et moi j'en fais partie bien évidemment, donc on n'a pas changé nos réflexes, mais en même temps notre façon de faire, elle a été bouleversée par cette avalanche d'images en permanence, cette importance de l'information qui rentre dans la vie quotidienne des gens, non seulement par Internet, mais par Twitter, par évidemment les téléphones portables, et ces chaînes d'information. Donc nous voilà bousculés. Notre idée, c'est comment garder un rendez-vous solennel à 20h. Au fond, on s'est posé la question, pourquoi maintenir un... Mais on s'est aperçu que justement, notre rôle était très important pour fournir un prisme d'analyse, pour fournir une grille, pour reconstruire l'information, pour la présenter, pour, au fond, être ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire des médiateurs, des passeurs. Voilà. Et évidemment, cette responsabilité, ce tri
que nous impose aujourd'hui cette avalanche d'images est d'autant plus important. Donc c'est une responsabilité plus grande, je dirais. C'est pas une transformation de notre métier, c'est juste une acuité plus grande. Vous disiez les temps anciens. Est-ce qu'il y a eu un après ou un avant Étienne Moujotte pratique le lait. Étienne Moujotte le lait, ayant dirigé cette chaîne pendant plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a un changement à la fois de génération, même je dirais de mode de management? Est-ce que vous ressentez une grande différence dans la direction de cette chaîne, la conduite de cette chaîne? Il y a forcément une différence parce que les hommes sont différents et forcément Patrick Lelay et Étienne Moujotte ont marqué l'histoire de cette chaîne. Ils sont restés, oui, pratiquement 18 ans, je crois, ou 17 ans. Ils l'ont en plus portée là où elle est arrivée. Mais encore une fois, dans des temps bien plus prospères et bien plus faciles, où la publicité rentrait facilement et où nous dominions plus facilement. Aujourd'hui, les hommes ont changé. Non, Paolini était à la tête de sa chaîne, donc forcément, ça a changé. En même temps, moi, j'ai envie de dire que l'histoire, et je tiens beaucoup à ça, moi j'ai envie de la défendre cette histoire puisque j'appartiens à cette histoire et je pense que au contraire c'est très important, elle reste là, non? Mais sans langue de bois, les hommes ont changé et Étienne Moujotte a changé. Quand vous lisez le Figaro aujourd'hui, quand même, le grand journaliste qu'il a été chez vous, parce que c'est un grand journaliste, qu'il a mis quand même ce journal au service d'un homme, Nicolas Sarkozy, vous dites pas quand même c'est un peu dommage qu'elle gâchis au regard de son histoire et son parcours? C'est difficile de s'exprimer. Moi, je trouve qu'Étienne Moujotte, c'est un très grand journaliste, effectivement. Et nous, il nous a tout le temps... il s'intéressait tellement à l'information. Enfin, oui, il était avec nous quotidiennement. Et pour nous, ça a été un soutien considérable. Aujourd'hui, on ne va pas découvrir non plus que la presse quotidienne est une presse d'opinion en France. Elle l'est. Bon, elle l'a toujours été. Et Le Figaro, oui, joue son rôle de soutien du pouvoir, comme Libération fait autre chose et Le Monde fait... Voilà, on a une presse particulière, notre presse écrite, elle est très particulière. Alors 2010 aurait été marqué par un événement, c'est quand même Strauss-Kahn, DSK chez vous, sur votre plateau, 17 millions de téléspectateurs, un record d'audience absolu. On s'est parlé un peu de ça un jour au téléphone, vous m'avez dit quand même, ça n'a pas été parfait. Vous n'étiez pas entièrement satisfaite quand même de l'entretien. Pour quelle raison? Non, c'est-à-dire, quand je regardais le film, c'est drôle parce que Dieu sait si j'ai le sentiment d'être souvent critiquée, c'est normal. Et j'ai pas tellement eu le sentiment sur cette interview d'avoir reçu une avalanche de critiques. Je crois pas tellement. Donc, bon, mais... Et en fait, je suis pas malheureuse de cette interview. Au contraire, d'abord, on a été très heureux de recevoir DSK. C'était très important pour nous. On l'a fait en toute indépendance, en toute liberté, par rapport à lui, par rapport à TF1. Et c'était très important aussi. C'était un événement, vous l'avez souligné. Après, est-ce que l'interview a été parfaite? C'est jamais parfait. Bon, alors forcément. En même temps, je crois que j'ai posé toutes les questions que je souhaitais poser. Je crois que jamais... dans ma vie, je n'ai quand même été à ce point dans l'intimité d'un interlocuteur pour lui demander ce qui s'était passé dans une chambre d'hôtel. Donc, si on se replace dans le contexte global, on est allé très loin. Par ailleurs, nous sommes sur TF1. Il y a une forme de distance à garder, de solennité et aussi de prise en compte des téléspectateurs. Donc, oui, j'ai 2-3 questions rentrées, forcément, mais globalement, je crois que j'ai fait à peu près ce que je devais faire. Alors à l'époque, on a mis en exergue vos relations d'amitié anciennes avec Anne Sinclair, jusqu'à ces derniers jours où on a vu votre nom apparaître sur le Huffington Post. Claire Chazal rejoindrait Anne Sinclair. Faux? Ah, c'est faux. Vrai? Faux. Non, ça, jamais évoqué, jamais approché. C'est formidable l'aventure que Anne va lancer maintenant, mais j'avoue que... non, mais ce n'est vrai en rien. Voilà, en rien. Je dément formellement. Par ailleurs, les critiques qui ont tenu à mes relations d'amitié avec Anne Sinclair, je ne les comprends pas. Je trouve que c'est absurde. Voilà. Quand on est journaliste depuis 30 ans, on a forcément des liens avec les uns et les autres. Vous comme tout le monde. Et j'allais dire, heureusement qu'on n'est pas resté chez soi, terré dans une sorte de tour d'ivoire à ni déjeuner ni dîner. La vie privée d'un côté, la vie professionnelle de l'autre. Bien évidemment. Bien sûr. Mais oui, je déjeune avec des hommes politiques, je dîne avec eux-mêmes. Oui, j'en connais. Oui, j'ai des complicités avec certains, de droite comme de gauche. Ça fait 30 ans que je suis journaliste. Je les connais tous. Ils me connaissent bien. Je les ai côtoyés, voire dans des situations personnelles et privées, bien sûr. Mais c'est la vie. Et Dieu merci. Et après, s'ils viennent chez moi, parce qu'au fond, il y a une forme de confiance, parce qu'ils savent qu'il y aura une loyauté. C'est ça qui est important aussi. Et après, oui, j'essaye de faire mon métier comme je dois le faire. On va faire une petite transition. On va accueillir Stéphane Rabzi de l'INA, l'image de l'INA. On a retrouvé encore des choses sur vous. Et j'aimerais qu'on en débatte ensemble avec Stéphane. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claire. Oui, Stéphane. Alors,
Forcément, quand on a Claire Chazal en invité sur un plateau et quand on travaille à l'INA et notamment pour le site ina.fr, on a envie d'aller regarder ce qu'il y a dans la mémoire collective de l'audiovisuel public. On a déjà vu tout à l'heure, mais on s'est dit que c'était sympa de faire un petit focus. Vous m'avez dit que c'était de bonne guerre en préparant l'émission. On ne sera pas méchant, on ne va pas vous faire le coup de votre première télévision. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup d'images. ina.fr sont des gens qui travaillent tous les jours pour mettre à disposition la mémoire collective de l'audiovisuel français sur le site internet ina.fr, sur la page Facebook. Oui, avec un gros succès. On s'aperçoit que les gens ont une vraie appétence pour aller revoir des images qui ont marqué ou des images qu'on ne connaît pas de grands moments. On va regarder les images d'ailleurs. On va regarder les images qui datent de 1988, c'était pas votre première télévision. Le moment est venu de retrouver Claire Chazal à la Bourse de Paris, qui semble bien morose dans l'attente des chiffres du déficit américain. Eh bien oui Philippe, ici c'est l'attente un peu anxieuse pour certains d'un chiffre qui est maintenant devenu mythique pour tous les financiers du monde, le chiffre du déficit extérieur américain. Selon les dernières estimations, il pourrait atteindre 11 à 12 milliards de dollars au mois de juin, c'est-à-dire un chiffre plus fort qu'au mois de mai. Si le résultat était plus mauvais, eh bien on verrait l'euro-dollar reculer et sans aucun doute toutes les places financières en subir les conséquences négatives. Mais s'il était meilleur, eh bien le dollar pourrait retrouver ses niveaux records de la semaine dernière. Mais pour le moment, sur le front des devises, tout est calme et le franc n'est pas attaqué. Claire, on se dit que sur la forme, évidemment, beaucoup de choses ont changé. On est en 88, les micros sont plus discrets aujourd'hui, les oreillettes aussi, vous avez moins d'épaulettes. Et la bourse n'est plus au Palais Brognard. Exactement, et vous n'avez plus de serre-tête non plus, je crois qu'il y en avait en 1988. Ouais. Mais plus sur le fond, on voit que là, c'était il y a un bon moment, mais on parlait déjà de la crise. Ouais. Vous disiez tout à l'heure avec Renaud que l'arrivée des nouveaux médias, du déferlement de nouvelles sources d'information, vous avez bousculé. Comment est-ce que vous, au quotidien aujourd'hui, par rapport à la fin de ces années 80, vous travaillez pour intégrer ce nouveau temps de l'information, notamment dans la gestion de la crise actuelle, puisque c'était le sujet en 88 ? Finalement, je crois que c'est pas très différent. Oui, on essaie d'expliquer. Là, j'ai essayé de faire un effort d'analyse des marchés financiers, des grands agrégats économiques, mais aujourd'hui, on est aussi dans cette tentative de pédagogie. C'est pas très facile en télévision de parler de l'économie. Souvent, d'ailleurs, on est amené à faire venir des spécialistes ou en tout cas d'écouter des journalistes en plateau qui sont obligés de faire des analyses. C'est très difficile à illustrer l'économie. Évidemment, c'est bien là la difficulté. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fond, comme vous le disiez très justement, on a toujours parlé de la crise. Que ce soit dès 1973, le premier choc pétrolier, après on n'a jamais cessé d'en parler. Mais Claire, est-ce que c'est pas une matière un peu anxiogène, l'économie, et que quelque part, en termes d'audience, c'est quand même compliqué pour un JT, il faut tenir aussi la part de marché. C'est vrai. Je sais que par exemple, quand il s'est agi de parler de la dégradation de la note de la France, enfin par une agence de notation, on s'est beaucoup interrogé sur la façon de le traiter. Il fallait qu'on soit le plus complet possible, et en même temps, comme vous dites, c'est anxiogène, c'est difficile, c'est des concepts difficiles. Ce que nous efforçons de faire dans nos journaux, enfin je crois, c'est que chaque fois que nous parlons des difficultés économiques ou en tout cas des inquiétudes des Français, on essaye aussi de montrer ce qui marche, c'est-à-dire une expérience de création d'entreprise, une expérience de création d'emploi, une expérience de solidarité sur le plan économique ou social. On s'y efforce, et on en trouve évidemment, parce que c'est quand même encore un tissu très dynamique. Mais vous ne regrettez pas cette période où finalement on traitait des sujets comme la crise de manière, je dirais, un peu plus tranquille, un peu plus régulière, avec un rendez-vous dans le journal de 13h. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus... Il y a des rendez-vous aussi, oui, c'est peut-être moins systématique, c'est vrai. Et je pense que France 2, enfin à l'époque Antenne 2 était peut-être la seule d'ailleurs à faire un papier sur la bourse, enfin je ne sais plus. On en fait moins, oui, c'est vrai, mais on fait d'autres papiers. Non, j'ai pas le sentiment que ce soit très différent. Non, je crois pas. Enfin, je le vis pas comme ça. Tournons une dernière page, vous interrogerez avec d'autres dimanche prochain Nicolas Sarkozy. La dernière fois, c'était en août 2011. On a vu quelques images là. Il y a un grand moment de solitude quand même. On partage avec vous ce moment-là. Ça a été un peu rude. Ça a été un peu rude. Est-ce que c'est un animal politique compliqué à attraper, Nicolas Sarkozy ? Parce que ça a été quand même violent. Là. Oui, ça a été assez violent. Oui. Enfin, ça l'a été pour tous les... Nous étions 3 et c'était sans doute un moment tendu pour lui, je pense. C'est pas un animal facile, oui, ça c'est vrai. Il est d'abord redoutablement intelligent, enfin, comme la plupart des hommes politiques, mais enfin, il est très tenace et je crois que ça dépend beaucoup de son humeur du moment, j'allais dire.
Et là, il était sûrement particulièrement tendu. J'imagine que dimanche, ça ne va pas être non plus forcément très facile, parce que c'est une phase très très délicate pour lui, enfin en tout cas cruciale, puisque François Hollande est rentré en campagne. Lui n'est pas encore entré en campagne, très attendu. Il y a la crise, évidemment. Donc, j'ai peur que ça soit aussi encore un peu mais je difficile. rebondis sur la question. Est-ce qu'on peut accepter d'un dirigeant politique quand même qui maltraite à ce point-là un journaliste, quel qu'il soit? En 2012, les temps ont changé quand même. Oui, c'est pas Quand faux. on regarde ces images quand même, c'est quand même très dérangeant. On s'étonne quand même C'est pas faux. d'une telle brutalité. C'est pas faux. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'est difficile parce que il y a un statut, il est le président de la République, on est plusieurs, on n'a pas du tout envie d'entretenir la polémique, on a des médias généralistes qui touchent à un très grand nombre. Il faut rester encore une fois avec une distance, une forme de solennité. On ne peut absolument pas se permettre la moindre familiarité. Les gens ne comprendraient pas, même si on se connaît, hein, mais là, il n'en est pas question. On est obligé de rester un peu sur son compte à soi, mais peut-être qu'il faudrait bouleverser Avec tout une ça. grande différence, en terminant là-dessus, qui nous oppose anglo-saxons, Oui. le droit de suite n'existe pas dans ce pays. Moins. Pourquoi? Moins. Une question, effectivement, n'intègre pas de relance. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est peut-être qu'il est moins pratiqué. Et pourquoi? Peut-être pour la responsabilité partagée, je pense. Elle est du côté des hommes politiques et du côté des journalistes, je crois. Très bien. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci. Merci, à bientôt. Merci.